La question de l'alimentation, sa qualité, son accessibilité, l'impact des différents modèles agricoles sur le plan socio-économique et environnemental sont des sujets qui suscitent une préoccupation croissante des citoyens ces dernières années. Le baromètre du commerce équitable wallon a mis récemment en exergue que le pourcentage de citoyens préoccupés vis-à-vis de la rémunération des agriculteurs belges est passé de 70% en 2016 à 79% en 2021. Par ailleurs, il a été calculé que le revenu mensuel moyen d'un agriculteur wallon entre 2016 et 2019 était inférieur à 1 200 euros. Le prix moyen des terres agricoles en Belgique a lui augmenté de plus de 10% lors du premier semestre 2021, accroissant ainsi les difficultés liées à l'accès à la terre. À vendre ces produits à un prix rémunérateur est un problème, un vrai problème en agriculture. Je pense qu'on l'entend souvent, le martèle souvent, mais on ne le martèle pas sans raison. On est un peu bloqué par cette situation où les prix du marché, les prix des légumes sont artificiellement bas, soit parce que c'est des produits subsidiés, soit parce que c'est des produits qui sont produits dans des conditions écologiques ou sociales qui ne sont pas respectables. Quand on a commencé, le prix carcasse était à 5,50 carcasse pendue. Au jour d'aujourd'hui, les derniers qui sont partis, ils sont à 4,80 carcasse pendue. Alors, en 10 ans de temps, vendre son produit moins cher alors que le coût de la vie a augmenté, il n'y a pas besoin de faire 36 000 explications, on répond tout de suite à la question. Le gros problème maintenant, c'est qu'on remarque que les marges qui avaient augmenté depuis 1 an et demi se resserrent de nouveau parce qu'il y a de nouveau une flambée au niveau des denrées alimentaires, au niveau de la matière première, et que le prix n'évolue pas par rapport au coût de production. Donc on va dire le gain qu'on a eu il y a 1 an et demi, c'est un petit peu perdu dû au coût explosif des aliments de finition pour le bétail. Souvent, on travaille beaucoup, donc le taux horaire est plus bas par rapport au temps de travail. Et donc, par exemple, il y a une étude qui a été faite. En moyenne, un maraîcher va gagner 8 euros brut de l'heure. Qui est-ce qui achète? Ce sont des sociétés importantes, de plus en plus importantes en taille. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est compréhensible, mais c'est malheureux pour nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils compriment, ils essayent de gagner plus. Si on essaye de gagner plus, où est-ce qu'on s'y retrouve? On fait une économie d'échelle jusqu'à un certain point. Après, qu'est-ce qu'on fait? On tasse le prix d'achat. Et quand on tasse le prix d'achat, qu'est-ce qui se trouve? Qu'est-ce qui se trouve là? C'est le producteur. En Afrique, l'impact de la mondialisation et de la course au profit maximum pour un coût minimum est encore plus interpellant, aussi bien sur le plan social qu'environnemental. En Côte d'Ivoire, pays exportateur de plus de la moitié du cacao mondial, plus de 90% des forêts ont été détruites, déréglant ainsi l'écosystème tropical. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié des planteurs de cacao ivoiriens vivent sur le seuil de pauvreté avec moins de 1,20 $ par jour. Il y a la misère. Les producteurs n'arrivent pas à scolariser leurs enfants, ils n'arrivent pas à se soigner, ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Donc, en général, il y a la pauvreté extrême entre les producteurs. Avant que nous rentrons, nous avançons jusqu'au commerce équitable, il y a des producteurs qui mangeaient une fois dans la journée. Et souvent, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de viande. On va prendre des champignons, bien quelque chose comme ça. Comme il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de poisson. Comment il va faire face à ses besoins? Comment il va faire pour payer ses producteurs? Comment il va faire pour payer ses travailleurs, du moins? Donc, ça agit directement sur la qualité du cacao vendu, puisque pour faire les fèves de cacao de qualité, ça nécessite des moyens. Or, ces moyens, ça se trouve dans le coût de la production. Or, l'achat du cacao ne couvre pas le coût de production, donc ils sont obligés de faire mal la fermentation, faire mal le cacao pour pouvoir vendre à un prix dérisoire pour s'en débarrasser. Je peux dire en guillemets pour s'en débarrasser. Donc, je conclue pour vous dire que le prix d'achat joue un rôle important sur la qualité du cacao vendu. Une des premières choses qu'on devrait faire, c'est faire plutôt un calcul du prix de revient du produit à vendre et pas un système dans lequel les acheteurs mettent la pression sur le prix.
Donc comment est-ce qu'on fait ça? Une des solutions, une des choses qui répond un peu à ça, je pense, c'est le label Prix Juste Producteur, qui lui est attentif à ça, est attentif à l'évolution du prix, entre autres des matières premières, et du prix de vente du produit. Dès le départ, dès qu'on est rentré dans le commerce équitable, on a vu une très grande différence. Dans un premier temps, les partenaires avec qui nous avons commencé à travailler nous a permis de mettre un programme de suivi, de coaching de nos producteurs en place. Plusieurs actions ont été menées pour que le producteur puisse subvenir à ses besoins à travers l'aspiration du commerce équitable que nous voyons ici faire truc. Pour ça, il faudrait que les politiques encouragent et arrêtent d'encourager je veux dire les grosses chaînes et les marchés publics et qu'on en revienne plus à quelque chose de, je veux dire de local et rémunérateur pour les producteurs ici. Au départ, c'était un peu difficile avant la certification, mais depuis que nous avons inscrit notre coopérative dans les programmes de durabilité, notamment le Fairtrade et puis les autres programmes de certification, nous voyons vraiment une amélioration nette au niveau du revenu même du travailleur en interne, c'est-à-dire de l'ouvrier. Nous, le fait qu'on travaille en coopérative, ça nous aide beaucoup. Ça nous permet de compter sur la solidarité des uns et des autres. Et puis on se fonde aussi sur des mouvements citoyens qui sont autour de nous. On a réfléchi à toutes les cultures pour avoir des cultures qui sont les plus valorisables possibles directement à la ferme. Et donc on valorise vraiment quasi tous nos produits en direct, ce qui nous aide quand même, en tout cas, à avoir de la maîtrise sur la valorisation de nos productions. Nous manipulons la fève, mais nous pensons que derrière la fève, il y a les transformateurs et les chocolatiers qui, eux, sont les spécialistes dans la transformation, la consommation, tout ça. Donc nous pensons que si ces décideurs-là, ou ces acheteurs finaux, ces chocolatiers finaux s'impliquent encore à un pourcentage aussi élevé que celui actuel, on peut rémunérer mieux le producteur vraiment partout dans le monde certifié Fairtrade. On sait bien que tout changement, ça prend du temps et il faut tout le temps que les mentalités changent. Mais je pense aussi que tout ça, c'est dans le consommateur a le pouvoir aussi de pouvoir changer les choses. C'est pas compliqué de produire de manière écologique en soi. La difficulté, c'est qu'on introduit, ou plutôt on exclut toute une série de pratiques qui font que le reste de l'agriculture est moins cher que nous. Et donc du coup, il y a l'utilisation des fongicides, de pesticides, d'engrais aussi qui sont directement assimilables par la plante. Ce sont toutes des choses que nous on exclut, des pratiques aussi qu'on exclut, un travail du sol qui est différent aussi. Et donc en fait la mise en place de toutes ces questions écologiques dans notre production, elle pose problème in fine sur les prix. En fait. La difficulté se trouve au niveau des intrants. Au niveau il faut utiliser du compost pour fertiliser le sol. Et comme insecticide, il faut carrément utiliser d'autres produits qui ne sont pas accessibles, en tout cas à nous, à notre niveau. Voilà. Et en tout cas, pour pallier à ça, à CPSL, on est en collaboration avec d'autres partenaires. On est en train de fabriquer nous-mêmes des produits, voilà, pour mieux lutter contre ces ravageurs-là. Et comme ça va nous permettre de produire à 100% bio. Si on fait de l'agriculture écologique, de l'agroécologie ou de l'agroforesterie, on le fait par conviction et par passion et on le fait parce qu'on a envie de quelque chose et contribuer à du changement et créer un nouveau modèle d'agriculture qui est plus soutenable pour la planète en général et pour la santé. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Voilà, ça dépend aussi si on est plus mécanisé ou moins mécanisé. Nous, on fait tout à la main. Nous voudrons produire des produits bio, non seulement pour notre santé, mais pour ceux que nous nourrissons aussi. Et malheureusement, la question bio n'est pas aussi développée en Côte d'Ivoire. Quand on veut avoir des informations ou bien des produits, ainsi de suite, le marché est très réduit et on est obligé de connaître quelqu'un qui va nous mettre sur le chemin et en général, ce n'est pas du tout facile.
On importe des produits agricoles, de la viande, des choses pareilles du bout du monde à des prix très bas, produits dans des conditions pas du tout équivalentes à nous écologiquement, par exemple, en respect du bien-être animal et tout ça. Il y a aussi la politique agricole commune et la redistribution de la politique agricole commune qui n'est pas favorable aux maraîchers sur petite surface. Elle est plutôt favorable aux personnes qui ont des grandes surfaces. Donc on est quand même globalement dans un système qui ne favorise pas les petits maraîchers, qui ne favorise pas particulièrement non plus la redécouverte d'un métier plus écologique. On est en train de nouveau négocier Mercosur au niveau européen. On pensait que ça ne passerait pas. Ça a à peu près capoté. Et on signe des accords avec le Brésil qui détruit des milliers d'hectares de forêt. Et on sait très bien qu'est-ce que la forêt fait. Elle prend le CO2. Quel est notre problème aujourd'hui au niveau planétaire? C'est le CO2. Et on signe des accords avec ces gens-là pour importer la viande qu'on sait produire ici dans de meilleures conditions. Les conséquences, on le vit actuellement, puisque les gens n'arrivent pas à produire, la production qu'ils produisent n'arrive pas à être achetée convenablement. Donc, les gens sont obligés à se donner à la déforestation, puisqu'ils se disent qu'il faut faire une grande quantité pour pouvoir vendre, pour pouvoir survivre. Les conséquences, on la connaît, la déforestation, le changement climatique, les migrations. Donc, les conséquences, on la vit en plein pied en 2021 au XXIe siècle. On a créé un groupe de maraîchers diversifiés donc, sur petite surface en réponse à la PAC parce que c'est surtout les gros agriculteurs qui sont le plus aidés, on va dire, en termes de subventions. Et donc là où nous, on revendique certaines choses, si on avait une prime bio majorée ou si on avait des mesures agro-environnementales et climatiques qui seraient adaptées à notre système, il y a si on avait un code culture spécifique pour qu'on puisse rentrer dans les cases ou si on avait le droit au fonds de calamité quand on a des problématiques comme des inondations, des sécheresses, ce serait plus facile. En coopérative, c'est quand on est unis qu'on arrive à mieux faire, à mieux produire. Voilà. Et quand on part en rang dispersé, on ne peut rien réussir. Et depuis sa création, depuis 2009, à la création de la coopérative, on s'est rendu compte qu'on a eu à régler plein de problèmes qu'on ne pouvait pas régler individuellement. On a vu que c'est en se mettant ensemble en coopérative qu'on pouvait mieux régler nos problèmes. Donc, une coopérative qui veut faire du bio mais qui n'a pas les moyens, elle ne pourra pas vraiment s'engager. Elle va rester que dans la partie conventionnelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une implication de tous les acteurs, notamment les consommateurs finaux, les chocolatiers, les traders, les décideurs, le gouvernement ivoirien, nous les producteurs, on n'a aucun inconvénient à suivre les nouvelles exigences de production au niveau mondial. Enfin, si les gens étaient plus sensibilisés à l'impact qu'a leur consommation, en fait, quand je mets plus d'argent dans mon alimentation, c'est que je mets plus d'argent pour mon environnement en général aussi, pour la société de manière générale. Donc je crois qu'il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire où si les gens sont plus conscients de ça, ils seraient peut-être prêts à mettre une part un peu plus importante de leur panier dans l'alimentation et à vraiment choisir de manière éclairée leur alimentation. Je remercie toujours la venue de la certification parce qu'en son temps, l'utilisation de ces produits-là était faite de manière au hasard. Comprenez? Voilà, un producteur pouvait se lever à n'importe quel moment, aller au marché, s'acheter des pesticides et venir traiter son champ. Il a fallu qu'en 2013, que ces organismes de certification-là, avec leurs différents standards, viennent nous dire que désormais, toute personne qui veut traiter des produits phyto doit être formée et mieux équipée. Alors que ce n'était pas fait avant. Et sûrement, les gens en mouraient sans même savoir la cause même de leur mort. Il faut qu'aujourd'hui, on comprenne que le producteur est le point focal sur lequel on devrait s'appuyer si on voudrait voir une agriculture durable dans le monde.
Donc, il ne faudrait pas que le producteur il soit toujours en dernière position. Le producteur doit pouvoir être écouté. Le producteur doit pouvoir être vraiment encadré. À l'autre extrémité de la chaîne d'approvisionnement, la part des dépenses alimentaires dans le budget des ménages belges est passée de 28% en 1960 à 11% en 2018, à cause notamment de l'augmentation du niveau de vie et de la priorisation donnée aux loisirs et aux biens de consommation. Malgré ce constat, on observe que même dans les pays les plus riches, un nombre croissant de personnes n'ont d'autre choix que de se tourner vers les banques alimentaires et les épiceries sociales pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On a vu ici avec cette crise Covid les files dans toute la Belgique pour aller chercher de l'aide alimentaire. Sur Charleroi, il y a eu un déploiement énorme de l'associatif, du public pour s'associer justement pour ne pas laisser les gens crever de faim. Aujourd'hui, les besoins sont urgents et importants. En Belgique, avant la crise Covid, on imaginait qu'il y avait plus de 450 000 personnes qui dépendaient de l'aide alimentaire tous les jours pour faire face à leurs besoins quotidiens. Aujourd'hui, on imagine que ces besoins ont augmenté de près de 30% et que ce nombre a augmenté jusqu'à peu près 600 000, 650 000 personnes, ce qui fait une fraction importante de la population belge. Chaque année, c'est un défi de nourrir la population qui a de plus en plus de mal à le faire. Ce qu'il faut peut-être casser comme préjugé, c'est qu'il y a autant de diversité parmi la population précarisée que parmi l'ensemble de la population. On ne peut pas dire tous les consommateurs vivant des situations de pauvreté consomment de la même manière, ont le même type de comportement. Ils sont tous contraints par les finances, ça c'est très clair, ça limite très clairement leur accès à une alimentation plus chère. Et souvent, l'alimentation plus qualitative est plus chère. Je pense que l'intérêt est là. Voilà, on en discute. Voilà, dans les ateliers, c'est quand même un sujet qui revient régulièrement sur l'interrogation de ce qu'on mange, sur les bienfaits de l'alimentation et de la santé. À côté de ça, je pense que la discussion est quand même souvent encore sur le coût d'une alimentation durable, d'une alimentation bio, avec des personnes qui finalement continuent à toucher très peu d'argent et d'avoir très peu de marge de manœuvre. Ce qu'il y a, c'est que ces produits sont souvent plus chers et ils ont une image quand même culturelle dans laquelle les ménages en grande précarité ne se retrouvent pas toujours. Ils ne font pas partie de cercles de gens qui peuvent se permettre de consommer ces aliments plus chers et du coup, voilà, ils n'identifient pas ces aliments comme prioritaires. C'est ainsi que le CPS de la ville de Charleroi, qui fait partie des 220 signataires du projet Green Deal Cantine Durable, a lié un partenariat avec la cellule Manger Demain et le Collège des producteurs pour la première opération de glanage solidaire encadrée. Depuis cette action test, les opérations de glanage solidaire se multiplient entre d'autres partenaires. Donc le projet glanage, donc l'an passé nous avions eu un contact avec le collège des producteurs et bon, de fil en aiguille et de petits contacts, le projet a pu voir le jour. Ce qu'on ne s'attend pas toujours, je pense, c'est à la quantité qui reste dans les champs après le passage du fermier, enfin de l'entreprise. Il reste quand même énormément. Et effectivement, nous qui mettons tous les moyens possibles et fait d'astuces en général pour retrouver le maximum à redistribuer aux gens qui ont réellement besoin, qui sont dans le besoin, qui ont faim, on se dit là, il y a quelque chose à jouer sans doute, plutôt que laisser ça pourrir dans les champs. C'était une découverte. Donc dans le sens où il fallait mobiliser vite, très vite et répondre à la demande du producteur, puisque lui a des contraintes au niveau production. Avec les ateliers du 45 et mon collègue Cédric, on a su mettre en place à disposition un véhicule, des bénéficiaires, ils se sont mobilisés. Je trouvais ça intéressant parce qu'évidemment, la démarche de sensibilisation est une démarche qui fait partie de ce qu'on peut proposer dans le cadre de nos ateliers de réinsertion. Et donc la démarche de réflexion sur l'alimentation équilibrée, l'alimentation durable via des circuits courts, évidemment, ce sont toujours des sujets de société, des sujets intéressants. Et donc le projet glanage pouvait être intéressant à proposer dans le cadre
d'une forme de réinsertion sociale et voilà, d'un intérêt et d'aborder un sujet de société. Après, évidemment, ce projet continue et donc après la récolte des fraises, il y a aussi la distribution, il y a le fait de prendre les fraises qu'on n'a pas su travailler tout de suite pour les congeler. Et puis, il y a des ateliers qui encore aujourd'hui ont lieu avec les fraises qui ont été récoltées et qui ont été congelées. Donc c'est un projet qui amène quand même pas mal d'activités en plus que simplement le glanage en lui-même. Depuis la fin des années 2010, un nouveau concept de magasin alimentaire a été importé des États-Unis en Belgique. Il s'agit des supermarchés coopératifs. On le retrouve sur l'ensemble du territoire. Parmi les membres de la Fédération belge du commerce équitable, on peut citer Vervicoop à Verviers, Woocoop à Waterloo ou encore Copeco à Marché-nos-Ponts. L'objectif de ces supermarchés coopératifs est de faciliter l'accès à une alimentation de qualité en offrant des prix réduits grâce à un système de management participatif et démocratique. Voilà, alors Copeco, c'est né d'un rêve en fait, de quelques citoyens en 2015. Ils se sont réunis et ils avaient cette ambition de dire mais pourquoi est-ce que la nourriture saine, la nourriture bio, la nourriture équitable n'est pas accessible à tout le monde. Et c'était ça l'objectif, c'est la rendre accessible au plus grand nombre. Et puis après, bon, le projet a évolué. Au début, ça a commencé avec des paniers qu'on pouvait commander sur Internet. Puis après, on a eu la chance d'avoir un magasin. Et aujourd'hui, il y a près de 500 coopérateurs qui sont dans la coopérative. Donc l'idée, c'est un coopérateur, il s'engage à donner 3 heures de son temps en contrepartie de la possibilité de faire ses achats au niveau du magasin et de la coopérative et de participer bien évidemment à toutes les autres activités parce qu'il y a aussi un groupe musical, il y a des conférences, enfin c'est plus qu'un magasin le projet Copeco, c'est vraiment... L'idée aussi, c'est de se réapproprier son alimentation et ça passe bien sûr par une certaine forme de consommation, mais c'est aussi un apprentissage, réapprendre d'où vient notre nourriture, qui produit notre nourriture, c'est quoi payer justement un producteur. Voilà. Et si on veut donner accès au plus grand nombre, il est important, c'est pas simplement présenter des produits, il faut aussi expliquer. Et c'est pour ça qu'on a aussi tout cet aspect d'éducation permanente. Les leviers sont sans doute le développement de toutes les concertations qui sont en train de se mettre en place sur Charleroi, que ce soit avec la ceinture alimentaire, que ce soit avec les Green Deal, que ce soit avec les partenaires qui commencent à mieux se connaître au niveau de l'alimentaire. Il y a eu beaucoup de choses qui sont développées ici grâce, j'aime pas de le dire, mais grâce au Covid où on a remis autour de la table vraiment beaucoup de partenaires qui réfléchissaient autour de l'alimentation au sens large. Du coup, je pense qu'il y a une grande responsabilité des pouvoirs publics à prendre des mesures pour garantir l'accès de tous à des aliments de qualité. Donc, par exemple, je pense au domaine de la fiscalité. Pourquoi les aliments finalement les moins bons pour la santé, les moins bons pour l'environnement sont moins chers? Dans notre réflexion d'aller vers eux et justement de pouvoir développer un peu plus, de répondre un peu plus à d'autres demandes qu'eux n'osent peut-être pas émettre. Donc, puisqu'ils sont toujours dans la situation du receveur et peu du demandeur. Donc là, si on arrive à créer ce dialogue-là, on pourrait très certainement pouvoir développer, mettre en évidence des demandes que nous ne connaissons pas à ce jour. Puis je pense qu'il y a d'autres projets à explorer qui aujourd'hui sont peut-être qui ont l'air plus utopistes, mais qui sont à explorer. Par exemple, aujourd'hui, on parle de sécurité sociale alimentaire, de voir comment on pourrait tous cotiser selon nos moyens, pour tous recevoir selon nos besoins des aliments de qualité, comme on l'a fait
et dans le temps pour la sécurité sociale. Pour moi, c'est très encourageant. C'est très encourageant pour l'avenir parce que je pense que le changement, il passera par la mobilisation citoyenne. Bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, le rôle de pouvoir public est là et il est certainement là pour aider à fixer un cadre et pour stimuler, pour mettre un peu l'énergie de départ, mais les changements, ils ne se feront que s'il y a une masse critique de citoyens qui sont prêts à vouloir et à pratiquer vraiment ce changement. L'autorité publique achète des produits qu'il redistribue aux organisations qui font de l'aide alimentaire, qui les distribuent aux bénéficiaires. Souvent, ce sont des marchés de produits qui sont attribués à celui qui donne le plus petit prix. Et du coup, ce ne sont pas toujours des produits très qualitatifs. Là aussi, simplement en changeant les cahiers de charges, ils pourraient déjà faire beaucoup mieux. Et simplement, voilà, on voit ici les personnes qui travaillent en réinsertion, qui sont à l'atelier permaculture, qui retrouvent ce lien à la terre, qui recomprennent le temps qu'il faut pour que ça pousse, le plaisir, la fierté qu'on a de voir une graine qui devient un légume, un fruit qu'on peut manger après. C'est ça qu'il faut retrouver, c'est le plaisir, c'est l'envie et la joie de bien manger, outre ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est important pour votre santé, etc. Non, il y a des notions de valeur comme la fierté, le bonheur, le plaisir, le fait de se retrouver ensemble. Voilà, ça, ce sont tous des éléments, je pense qu'il faut vraiment remettre avec la notion d'alimentation saine.